Nouvelle journée de grève et de manifestation en France ce mardi. Au cœur des revendications, les hausses de salaire face à une inflation galopante qui pèse sur le pouvoir d'achat. Dimanche déjà, plusieurs milliers de personnes ont participé à Paris à une marche contre la vie chère organisée par la France Insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon. Le mouvement de grève à l'initiative de plusieurs syndicats, en tête desquels la CGT et Force ouvrière, touche aujourd'hui plusieurs secteurs professionnels, à commencer par la SNCF, où de fortes perturbations sont prévues, avec seulement un train sur deux sur certaines lignes. Des perturbations également dans les transports en commun, notamment en région parisienne. Le mouvement affecte aussi l'éducation nationale, les hôpitaux, les ports, le transport routier de marchandises, les ordures ménagères ou encore les secteurs de l'électricité et du gaz où des coupures de courant ne sont pas à exclure. Sans oublier les raffineries, toujours engluées dans un conflit social, la grève a été reconduite ce lundi dans 5 raffineries. Le gouvernement a ordonné de nouvelles réquisitions de personnel pour approvisionner en carburant les stations-service à sec, des réquisitions condamnées par les syndicats. La CGT dénonce une atteinte au droit de grève et accuse le gouvernement d'avoir mis le feu aux poudres. Déjà sur la sellette, après 6 semaines au 10 Downing Street, Liz Truss plie mais ne rompt pas. Lors d'un entretien télévisé, la première ministre britannique a présenté ses excuses après la décision de son nouveau chancelier de l'échiquier d'annuler la plupart des mesures de baisse d'impôts annoncées par son prédécesseur. Elle a aussi assuré qu'elle voulait garder son poste. Je reconnais que nous avons fait des erreurs. Je suis désolée pour ces erreurs. Mais je les ai réparées. J'ai nommé un nouveau chancelier. Nous avons restauré la stabilité économique et la discipline fiscale. La chef du gouvernement a même fait une apparition dans l'impitoyable Chambre des communes aux côtés de son nouveau ministre des Finances pendant qu'il démantelait son programme économique. Nous sommes un pays qui finance ses promesses et paye ses dettes. Et lorsque cela est remis en question, comme cela a été le cas, ce gouvernement prendra les décisions difficiles nécessaires pour garantir la confiance dans nos finances nationales. Cela signifie des décisions d'une difficulté extrême. Ce revirement vise surtout à rassurer les marchés financiers qui avaient très mal réagi à l'annonce de ces réductions d'impôts jugées non crédibles. Pas sûr qu'il suffise à calmer certains députés du camp conservateur de Liz Truss qui cherchent à l'évincer. Jérusalem-Ouest n'est officiellement plus reconnue comme la capitale d'Israël par l'Australie. Le gouvernement travailliste au pouvoir depuis mai 2022 est revenu sur cette décision prise par le précédent gouvernement conservateur. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé la précédente et ancienne position de l'Australie concernant le statut de Jérusalem. Un statut qui devrait être clarifié dans le cadre de toute négociation de paix entre Israël et les Palestiniens. Nous revenons sur la reconnaissance par le gouvernement de Scott Morrison de Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. L'ambassade d'Australie a bien sûr toujours été et reste à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a dénoncé le manque de sérieux de la décision australienne et réaffirmé que Jérusalem était la capitale unique et éternelle de l'État hébreu. Le ministre palestinien des Affaires civiles s'est quant à lui félicité de l'annonce de l'Australie et de son soutien à une solution à 2 États, Israël et Palestine. L'Australie faisait partie d'une poignée de pays, dont les États-Unis, qui reconnaissaient Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Depuis l'annonce par le président américain de l'époque Donald Trump en 2017, le Guatemala, le Honduras et le Kosovo lui avaient emboîté le pas. De nouvelles frappes russes ont visé ce matin des immeubles et des infrastructures essentielles dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Selon le président Volodymyr Zelensky, en une semaine, 30% des centrales électriques du pays ont été détruites, provoquant des pannes massives et des coupures d'eau dans différentes localités. Ces raids interviennent pour le 2e jour consécutif. Parmi les villes touchées figurent Dnipro, Kharkiv ou encore Mykolaïv, où un immeuble résidentiel a été touché, faisant au moins un mort. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a frappé plus de 35 localités ces dernières 24 heures, usant de missiles mais aussi de drones de fabrication iranienne. La Russie menace de ne pas renouveler l'accord sur les céréales transitant par la mer Noire le mois prochain si l'Occident ne facilite pas l'exportation de produits agricoles et engrais russes. Des négociations entre le Kremlin et des représentants onusiens seraient en cours, notamment à Moscou.
Les deux parties se sont déclarées ouvertes aux discussions, mais le gouvernement russe insiste pour qu'elles incluent la libération de l'exportation des matériaux nécessaires à la fabrication des engrais, dont l'ammoniac, qui est en grande partie produit dans son pays. Négocié sous l'égide des Nations Unies et la Turquie, l'accord de juillet a relancé les exportations de céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire par la Russie depuis l'éclatement de la guerre. Signé par Kiev et Moscou pour 4 mois, il concernait près de 25 millions de céréales précieuses pour la sécurité alimentaire mondiale, l'Ukraine étant un indispensable grenier à blé. Bien que les expéditions de produits agricoles russes ne soient pas concernées par les sanctions, Moscou se plaint que celles-ci soient entravées par les blocages concernant le transport maritime, les assurances ou encore le système bancaire. La répression se poursuit au Bélarus où 12 militants d'opposition ont été condamnés à des peines allant de 2 à 25 ans de prison pour leur participation au mouvement de contestation contre Alexandre Loukachenko. La plupart sont poursuivis pour des faits de terrorisme, de tentatives de coup d'État ou de trahison. Le sort de ces opposants bélarusses rappelle celui d'Ales Bialiatski, dirigeant de l'organisation de défense des droits de l'homme Viasna. Actuellement en prison, il est l'un des co-lauréats du dernier prix Nobel de la paix. Son ONG estime à plus de 1300 le nombre de prisonniers politiques actuellement au Bélarus. De nombreux opposants n'ont pas eu d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil pour échapper à la prison. Au pouvoir depuis 28 ans, le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine, avait fait face en 2020 à un mouvement de contestation inédit après sa victoire controversée lors de l'élection présidentielle. La perspective d'une intervention étrangère, et notamment américaine, n'est pas du goût de tous en Haïti. Ces manifestations ont suivi un débat qui s'est tenu au Conseil de sécurité de l'ONU sur le possible envoi d'une force internationale pour sortir le pays du chaos. Les États-Unis travaillent notamment sur une résolution qui autoriserait une mission non onusienne d'assistance pour la sécurité et pour permettre de délivrer l'aide humanitaire. L'idée est soutenue par de nombreux membres du Conseil de l'ONU, mais plusieurs ont émis des réserves, dont la Russie et la Chine. Le chef de l'ONU a lui rappelé l'urgence de la situation. Le port est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant et d'autres biens nécessaires au pays. À cause de cela, il n'y a pas de carburant, sans essence, il n'y a pas d'eau potable et il y a le choléra. Haïti est le théâtre de manifestations violentes et de pillages depuis plusieurs semaines après que le Premier ministre a annoncé une hausse des prix du carburant. La semaine dernière, c'est le gouvernement qui a lui-même appelé à l'aide la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Dans la rue, on appelle à la démission du Premier ministre. Ce système doit être dissous. Ce pays est littéralement contrôlé économiquement par 5 familles. Nous, le peuple, n'avons presque rien. Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a que 2 classes, la bourgeoisie et le peuple. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée concernant l'envoi d'une force internationale. Les États-Unis et le Canada ont annoncé avoir livré ce week-end de l'équipement de maintien de l'ordre pour la police d'Haïti. L'auteur sri-lankais Shehan Karuna Telaka a remporté le Booker Prize britannique pour les 7 lunes de Mala Almeida. Son roman est une satire humoristique sur un photographe de guerre qui tente de retrouver l'auteur de son meurtre pendant la guerre civile des années 1990 au Sri Lanka. Le gagnant de ce prestigieux prix reçoit 50 000 livres, soit environ 60 000 €. Karim Benzema rejoint le panthéon du football. L'attaquant français du Real Madrid, formé à Lyon, a remporté lundi le Ballon d'Or qui couronne une saison exceptionnelle. En club, Benzema a décroché une Liga et une Ligue des Champions et marqué 44 buts en 46 matchs, devenant le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid derrière Ronaldo. Au classement du Ballon d'Or, Karim Benzema a devancé Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, passé l'été dernier de Liverpool au Bayern Munich. Arrivent ensuite Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Vinicius, Luka Modric et Erling Haaland.
Âgé de 34 ans, Karim Benzema devient le 5e Français à remporter le prestigieux Ballon d'Or après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. Benzema aura à nouveau l'occasion de briller cet hiver au Qatar lors de la Coupe du Monde, un trophée majeur qui manque encore à son prestigieux palmarès.